Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette session. Comme son nom l'indique, ce soir, on va parler de l'arrêt du tabac. Cette session rentre dans le cadre du mois sans tabac, qui est le mois de novembre, qui est une initiative de Santé publique France, 7e édition du mois sans tabac. On voulait organiser ce webinaire avec professeur Dotzenberg. Vous êtes ancien pneumologue de l'hôpital de la Salpêtrière de la PHP. Vous avez présidé durant 6 ans la commission e-cigarette et l'équipe de l'AFNOR. Vous pratiquez aujourd'hui la tabacologie au centre Arthur Verne à Paris et vous avez beaucoup de travaux de recherche qui se focalisent essentiellement sur ce sujet, donc la tabacologie. Vous avez publié plusieurs livres, dont Le plaisir d'arrêter de fumer, les rapports d'experts sur la cigarette et plein d'autres livres. Et vous êtes également actif dans les associations de lutte contre le tabagisme. Donc, on est très heureux de vous avoir ce soir parmi nous, professeur Bertrand Dotzenberg, pour nous parler de ce sujet et particulièrement des contenus que vous avez développés dans la plateforme ClinicalKeyNow, que vous allez présenter. Si vous voulez bien, je vous donne la main pour partager votre écran et commencer la session. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je me mets en plein écran, et voilà. Donc, très heureux, donc je vais faire ma présentation à partir de la synthèse clinique et des arbres de décision. Juste vous dire quelque chose d'essentiel sur le tabac pour aller vite au fond du sujet. Chez le fumeur très occasionnel, le tabagisme ne peut être qu'un comportement. Et là, le conseil d'arrêt existe et c'est vraiment du conseil et c'est pas du tout détaillé ici. En revanche, chez tous ceux qui fument la première cigarette dans l'heure du lever, il y a avec certitude une prédominance de la dépendance physique à la nicotine, qu'il existe ou non une dépendance psychocomportementale. Ne pas traiter un fumeur atteint de dépendance tabagique et physique à la nicotine est contraire à la bonne pratique médicale et la motivation du patient ne doit pas être un préalable. Malheureusement, c'est encore marqué sur les boîtes des médicaments et sur beaucoup de recommandations. On traite les cancers même non motivés à arrêter le cancer. Il n'y a pas de raison de ne pas traiter les fumeurs non motivés à arrêter de fumer, dans la mesure où on peut apporter beaucoup aux fumeurs et sans, dans un premier temps, avec un apportement physique. Le rapport risque-bénéfice d'une telle prise en charge est une des plus importantes de la pratique médicale générale, malheureusement, selon Santé publique France, des articles publiés dans le VEH montrent que 10% des ex-fumeurs attribuent l'arrêt du tabac à un professionnel de santé. 10%. Une maladie grave, 90% beaucoup de ces maladies, comme le cancer du poumon, sont très liées au tabac, qui est associé à une mortalité de l'ordre de 50%, et seulement 10% des médecins et des infirmières traitent ces patients. C'est pour moi quelque chose de très très fortement scandaleux. C'est la vie et je me scandalise avec bonne humeur. Le réseau des tabacologues et des consultations de tabacologie est bien entendu à votre disposition pour aider à la prise en charge des cas les plus difficiles, quand vous verrez. Donc la délivrance de nicotine, claque de nicotine, crée une dépendance et maintient la dépendance nicotinique, car c'est de la prise de cigarette. La nicotine dépasse durant un temps court les capacités des récepteurs nicotiniques. La nicotine donc monte avec la cigarette, puis dépasse le plafond, et quand elle est très haute, cette nicotine va créer la synthèse de nouveaux récepteurs nicotiniques, alors que quand on délivre la nicotine de façon calme un peu toute la journée, on va avoir une diminution de l'ordre de 1% par jour chez 85-90% des fumeurs des besoins de nicotine. Donc, sans auto-entretien par les shoots de nicotine, la dépendance nicotinique régresse en 3 mois. C'est pour ça que quand vous achetez une boîte de patch, c'est marqué batch 21 mg pendant 1 mois, batch 14 pendant 1 mois, batch 7 mg pendant 1 mois. Donc, en 3 mois, c'est fini. Ceux qui s'arrêtent aujourd'hui auront besoin de la nicotine jusqu'en janvier, mais en février, ils n'auront plus besoin de nicotine. 10 à 15% des fumeurs, probablement pour des raisons génétiques,
diabétiques restent cependant dépendants de nicotine et prennent à long terme des gommes de nicotine. Avant, ils prenaient des Nicorette, qui étaient tellement connus qu'on peut presque citer la marque, ou Vapote avec des fortes concentrations en nicotine. Et là, vraiment, les gens qui, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, continuent à prendre de la nicotine alors qu'ils ne prennent pas de cigarette, ce n'est plus le record de la médecine générale, mais vraiment des spécialistes. Et on a un nombre d'outils limité d'ailleurs pour les traiter. Et on a des grands désirs de comprendre exactement ce qui se passe. Donc la dépendance nicotinique explique la prise de la grande majorité des cigarettes et doit vraiment être traitée en priorité, et c'est du domaine médical. Donc là, je vais trop vite. Donc je suis sur mon ordinateur, comme vous pouvez faire chez vous quand vous avez un problème sur n'importe quelle maladie avec Clinical Key-Now. Donc la dépendance nicotinique s'auto-entretient à chaque pic de nicotine, alors que quand on remplace la nicotine par des patchs, des substituts oraux, de la cigarette électronique ou par la varenicline, qui est un médicament qui ressemble un petit peu à la molécule de nicotine, on a un effet d'apport régulier du produit, et en sachant que la nicotine qui est utilisée vient d'un champ de tabac, exactement la même nicotine, elle est purifiée à 99,8%, et après utilisée pour créer ces médicaments que sont les patchs, les substituts oraux ou les inhaleurs, etc., ou pour la cigarette électronique qui n'est pas un médicament. Donc la saturation des récepteurs par la nicotine non fumée est un préalable à l'analyse des facteurs psychocomportementaux qui sont vraiment difficiles à évaluer selon. Si on n'a pas compensé la dépendance nicotinique, quelqu'un qui est en grande souffrance de manque de nicotine, il comprend même pas lui-même pourquoi il fume. Beaucoup de fumeurs sont persuadés qu'ils fument pour des raisons comportementales. Alors qu'ils sont affamés de nicotine. Et quand on est affamé de nicotine, ben on n'est pas très objectif sur les raisons pour lesquelles on va aller prendre sa nicotine. Donc, quand on est un médecin et qu'on voit un fumeur de façon un peu systématique, il faut mieux interroger d'abord sur le tabagisme ancien. Dans le passé, avez-vous déjà fumé de la cigarette ou d'autres produits? Dès qu'on interroge sur les choses anciennes, on n'est pas moralisateur. Il faut surtout, dans l'arrêt du tabac, ne pas être moralisateur. Si la réponse est négative, féliciter. On constate qu'il ne fume plus actuellement. Si la réponse est positive, dans un deuxième temps, on va questionner sur le tabagisme récent, quotidien, occasionnel, le délai en minutes entre lever la première cigarette, moins de 60 minutes dépendance physique, moins de 30 minutes bien dépendant, moins de 5 minutes très dépendant à la nicotine, l'âge de la première cigarette, plus l'initiation à la nicotine a été faite tôt, plus la dépendance est forte. Avant 15 ans, vous êtes quasiment sûr, tous ceux qu'on fumerait quotidiennement à 15 ans, vous êtes quasiment sûr qu'ils fument leur première cigarette dans la demi-heure de lever ou dans le quart d'heure ou dans les 5 minutes. Le nombre de cigarettes fumées, qui est facile à compter quand on est avec des cigarettes, un peu plus difficile quand c'est du tabac roulé, en grammes de tabac, ils savent plus très bien combien ils fument. L'association au cannabis, question qui arrive à la fin, et là encore, si vous avez un doute, vous posez d'abord la question sur le passé. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous prenez du cannabis? Et maintenant, ce qui permet à la personne de voir un petit peu comment vous l'interroger et de savoir s'il peut parler. Et puis, les tentatives d'arrêt passé. Est-ce qu'il y a eu vraiment un arrêt? Combien de temps il y a eu l'arrêt? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique la rechute? Le plus souvent, la cause de la rechute, et j'ai repris bêtement. Le mot j'ai repris bêtement est vraiment le numéro 1 des explications pour la rechute. Ainsi, en 2 minutes, le diagnostic de la dépendance tabagique est porté chez le fumeur qui fume tous les jours dans l'heure du lever. Et donc, cette maladie est incurable, c'est-à-dire quelqu'un qui fume dans l'heure du lever ne sera jamais guéri de sa maladie. Il a la dépendance tabagique à vie. Maladie le plus souvent donc inoculée dans l'enfance, une maladie pédiatrique, mais on peut le mettre en rémission de façon définitive. Mais même s'il est en rémission, s'il a plus envie de fumer, à l'intérieur de ces cellules, il y a le souvenir. Il y a les récepteurs nicotiniques qui vont ressurgir en quelques jours si jamais il se remet à fumer 5, 10 ou 15 ans plus tard. Donc, un fumeur qui fumait dans l'heure du lever, s'il s'arrête de fumer, il est un ex-fumeur, mais c'est plus jamais la moindre cigarette. C'est comme l'alcoolique qui prenait son vin rouge au petit déjeuner, c'est plus jamais d'alcool.
Donc, l'industrie du tabac a volontairement inoculé le plus souvent l'adolescence. Dans le document d'industrie du tabac, c'est clairement marqué. Notre métier, c'est d'inoculer dans le cerveau des adolescents la dépendance nicotinique, les récepteurs nicotiniques, de façon à ce que toute leur vie, ils nous donnent leur argent. Donc, les gens qui fument maintenant sont pas des coupables pour la plupart, sont des victimes d'une industrie qui leur a modifié le cerveau. Et avoir ça dans le cerveau, c'est un petit peu comme s'ils avaient un téléphone en disant qu'il fallait envoyer tous les jours 10 euros en Biélorussie. Ben là, ils ont inscrit dans leur cerveau, il faut tous les jours aller donner 10 euros au buraliste et fumer vos cigarettes, qui a une chance sur deux de vous tuer. Donc ça, c'est pas de la liberté. Et de dire que c'est des fumeurs féticides, non, les trois quarts des fumeurs, il faudrait être une fumeur. Et si on leur dit d'arrêter de fumer, c'est facile et que ça peut être agréable, vous arrivez à 98% des fumeurs qui veulent être non-fumeurs. Parfois un tout petit peu plus compliqué pour les fumeurs de pipe et les fumeurs de cigares qui ont des comportements différents, mais pour les fumeurs de cigarettes, c'est assez simple. Donc la volonté, la motivation, et demander aux gens s'ils sont motivés ou s'ils ont la volonté, pour moi, c'est une question qui est nocive. Alors, beaucoup de gens l'enseignent encore, ça s'enseigne encore dans les livres, on dit que c'est bien, mais pour moi, ça met la responsabilité du tabagiste chez le fumeur, c'est le fumeur qui est coupable, alors que le fumeur, il est victime pour moi. Le dire au fumeur, vous êtes victime de vos récepteurs nicotiniques inoculés quand vous étiez enfant et je vais vous traiter, c'est quelque chose de plus simple. Donc pour moi, le schéma du changement d'attitude, prêt, arrêter, pas prêt, arrêter, tout ça, moi j'ai mis ça à la poubelle depuis une dizaine d'années, alors que je l'utilisais, et j'en sais bien, il y a 20 ans. Donc par la pratique, et en écoutant les fumeurs, on finit par changer d'avis. Et maintenant que je suis plus pneumologue, j'ai plus de temps de m'occuper des fumeurs. Et les fumeurs, ils ont une grande partie de la vérité. Il faut toujours écouter ces malades. Donc, quand un corps est en souffrance par manque de nicotine, le cerveau ne peut pas interpréter les besoins, alors qu'après une compensation de nicotine parfaite par de nicotine non fumée, ou du Champix, la varenicline, s'il y en a, mais il n'y en a plus dans les pharmacies. La varenicline est un médicament qui n'est plus disponible depuis 2 ans, parce qu'il y a un risque lié à la présence de nitrosamine dedans, qui pourrait donner, après 72 ans d'utilisation, un risque sur 1 million d'avoir un cancer. Et c'est pour ça qu'on a supprimé ce médicament, qui était un bon médicament pour l'arrêt du tabac, qui en fait, ça me semble une mauvaise excuse. Et je pense que c'est les industriels qui gagnaient pas assez d'argent avec. Et il y avait qu'une usine qui fabriquait ça en Inde qui a arrêté de les faire. Peut-être ça reviendra, on verra. Donc la substitution nicotinique est un très bon médicament évalué et c'est vraiment ce que le médecin doit faire en premier. Mais je m'intéresse pas mal à la cigarette électronique qui est aussi la même nicotine pharmaceutique qui est dedans et qui, utilisée de façon correcte, peut marcher aussi, mais on n'a pas le statut de médicament, mais le médecin peut tout à fait conseiller ça. Parce que moi, dans mes ordonnances, je prescris les substituts nicotiniques et je conseille la vape ou la diététique ou bien dormir, etc. Les autres facteurs. Les facteurs psychocomportementaux sont infiniment plus faciles à analyser dès que le fumeur ne fume plus que quelques cigarettes, 3-4 cigarettes, qu'il les fume sans besoin excessif. Et voilà. Donc, quand quelqu'un a trop faim, il ne faut pas lui poser des questions sur la diététique. Quand quelqu'un a bien mangé, vous pouvez il n'est pas en hypoglycémie, vous pouvez l'interroger. Donc, l'arrêt sous bonne substitution ne s'accompagne pas d'irritabilité, pas de prise de poids. Un malade qui prend du poids en arrêtant de fumer, c'est un malade que le médecin a mis en souffrance en le sous-dosant en substitut nicotinique. Quand il est parfaitement substitué en substitut nicotinique, il ne prend pas de poids, sauf si, ou 1 kilo éventuellement, mais il peut aussi en prendre 1. Et donc, c'est vraiment un effet secondaire du sevrage, qu'il y a une crainte, qu'il y a un frein au sevrage, qui reflète la mauvaise pratique médicale et le sous-dosage en nicotine. On a peur de la nicotine, alors que le corps du fumeur, il sait parfaitement comprendre la nicotine depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Il sait comment faire, il sait comment prendre une grande inspiration pour prendre plus de nicotine quand il sort du cinéma et attendre un petit peu et souffler en 5 secondes. Il sait comment crapoter tout doucement quand il fume beaucoup, alcoolisé le soir, etc. Et ça se passe dans l'inconscient. C'est-à-dire que le corps du fumeur, il sait aussi bien
prendre la dose de nicotine qu'il faut, qui sait mettre jambe droite, jambe gauche pour marcher sans y penser. On est dans une partie du cerveau qui est en dehors de la conscience et le corps du fumeur est parfaitement expert et plus expert que le médecin pour savoir la dose qu'il lui faut. Il faut juste lui apprendre que quand il en a trop, il a la bouche pâteuse, un petit peu de nausée, éventuellement dans la tête, et quand il en a pas assez, il a envie de fumer. Et pour savoir si on en a trop ou pas assez, le plus simple quand on a des substituts nicotiniques ou autre chose, c'est d'allumer une cigarette. Si la cigarette est mauvaise au milieu, c'est qu'on avait une bonne dose de nicotine, on est près de la bonne dose. Si elle est bonne jusqu'au bout, c'est qu'on est sous-dosé en nicotine. Donc, c'est un moyen très simple de vérifier à quel niveau on est. Et prendre une cigarette de plus si on est un fumeur, il n'y a pas de danger. C'est un conseil, bien entendu, pour les fumeurs dépendants, pas pour les fumeurs non dépendants, mais les fumeurs non dépendants, il y en a de moins en moins parce qu'ils ont tous arrêté de fumer à la sortie de l'adolescence. Donc, substitution avant motivation. Donc, le fumeur qui déclare vouloir arrêter de fumer, il est motivé, c'est une bonne chose, hein, très bien, on l'encourage, on écoute un petit peu, on le dirige un petit peu. Mais tout le fumeur qui dit qu'il n'est pas du tout motivé pour arrêter de fumer, on lui dit, je vous demande pas d'arrêter de fumer, je vous demande pas de faire des efforts, je vais vous traiter pour que vous ayez moins envie de fumer. Et si vous avez plus envie de fumer et que si vous fumez comme vous voulez, les cigarettes sont pas bonnes, vous allez les éteindre et ça va être beaucoup plus facile de supprimer les cigarettes pas bonnes. Et en général, ils sont d'accord pour faire l'essai. Et même pour être sûr qu'ils fassent l'effet, moi, ce que je marque sur mes ordonnances quand je fais l'escalade de dose pour remplacer la nicotine des cigarettes qui baisse progressivement par la nicotine fumée, je marque fumer autant que vous voulez, faites aucun effort pour fumer moins. Pour être sûr, je leur explique qu'il faut, eux, leur métier, c'est d'élever les récepteurs nicotiniques pour les mettre tous à la niche, hein, comme une meute de chiens, et qu'ils aillent à la niche, non pas parce qu'ils les ont attrapés, parce que c'était pas bien à leur faire la morale, mais juste parce qu'ils avaient bien mangé, et comme ça, ils auront beaucoup moins envie de le faire. Et puis leur apprendre, bien entendu, les signes de surdosage. Ce que je vous dis là, chez les femmes enceintes, c'est un petit peu différent, on en reparlera si vous avez des questions dessus. On est plus prudent, bien entendu. Donc, certaines situations nécessitent un arrêt rapide. On a toujours quelques jours, mais là, on peut faire une situation plus brutale si on est, par exemple, avec quelqu'un qui doit être opéré, ou qui a fait un accident, ou qui est en réanimation, n'importe quoi. Mais même en réanimation, même si les gens ventilés, si on met des patchs nicotiniques à quelqu'un qui fume 2 paquets par jour, qui se casse les 2 jambes, qui se retrouve en ventilation légale, s'il a une substitut nicotinique, il est plus calme, il a besoin de moins de sédatifs. Et il faut aussi traiter les gens, même inconscients, même dans le coma, ce que je dis est vrai. Donc, le premier temps, c'est le remplacement de la nicotine fumée par la nicotine non fumée, hein, qui est vraiment le cœur de ce que je propose comme traitement. Et le remplacement doit être initié dans tous les cas, motivé, pas motivé, qui passe beau, qui passe mauvais. Si le malade n'y croit pas trop, on lui dit faire des petits essais. Si le malade fait un essai et se met, par exemple, à vous donner un patch à 21 mg et il continue à fumer autant, eux, ils sont tout penauds de dire ça. Moi, je leur dis, magnifique nouvelle, ça veut dire que vous avez besoin de beaucoup de nicotine, que vous êtes très victime d'une dépendance physique à la nicotine, et ça, je sais la soigner, quelle que soit la dose nécessaire. Je vais vous donner la bonne dose et puis on va la trouver ensemble, et que c'est pas un problème de volonté, de psychologie, que vous êtes nul, etc. Et ça, tous les fumeurs, en particulier les BPCO, les malades graves, qui fument parce qu'on leur expliquait qu'ils étaient malades parce qu'ils fumaient, et qui continuent à fumer quand même, ils sont sélectionnés pour leur incapacité à arrêter de fumer. Plus on leur explique qu'il faut les motiver, plus on les enfonce, et plus on les enfonce, plus ils dépriment, plus ils fument. Donc c'est un moyen d'aggraver le tabagisme, d'accélérer leur décès, donner des conseils inappropriés à quelqu'un comme une BPCO. Il faut vraiment proposer de l'aide, il ne faut pas demander des efforts. Savoir la dose de nicotine, on ne sait pas le faire. Et depuis que je fais ça systématiquement, moi, après une semaine ou 15 jours, quand mes gros fumeurs ne fument plus, je regarde combien j'ai besoin de nicotine pour compenser les cigarettes. Et pour 20 cigarettes, il y en a certains qui ont besoin de 15 mg de nicotine, c'est exceptionnel. La plupart, ils ont besoin de 30-40 mg de nicotine. Ça veut dire qu'ils prennent 2 mg de nicotine par cigarette. Mais certains ont besoin de beaucoup plus et prennent en fait 6 mg par cigarette. Donc certains malades vont avoir besoin de 120 mg de nicotine pour compenser 20 cigarettes. Donc vous voyez que le rapport varie de 1 à 10 quasiment. Donc il est strictement impossible par aucun moyen de savoir
enfin connu actuellement au moins, si vous en découvrez un, vous me le dites, de savoir combien de nicotine il faudra a priori. Par contre, le conseil qui est donné sur les boîtes de patch ou autre chose ou par la NSM, c'est de donner 1 mg par cigarette. Mais ça, c'est ce qui est marqué sur les paquets de cigarettes. Et ce qui est marqué sur les paquets de cigarettes est clairement faux. Hein, les tests des paquets de cigarettes, pas plus d'1 milligramme, sinon ça peut pas être vendu en Europe, et testé avec la norme ISO 3308, qui est un peu comme la norme Volkswagen pour tester les émissions de diesel. Hein. C'est pas du tout réaliste et ça ne correspond pas à la réalité des fumeurs, qui sont plutôt au double et parfois beaucoup plus que le double. Voilà. Donc là, je vous propose un tableau pour donner une dose en fonction du nombre de cigarettes quand même et de combien de temps après le lever on prend les cigarettes. Vous voyez que chez ceux qui fument moins de 10 cigarettes et qui ne fument pas le matin, ben là, on prend de la nicotine à la demande et je ne mets pas de patch pour cela. Par contre, sur les forts, on met des fortes doses, mais en sachant que dès le lendemain, si c'est pas suffisant, on pourra leur donner des consignes pour l'escalade de dose de façon très claire. Donc, la posologie doit être adaptée les jours suivants. Donc, on peut, donc, pour savoir les patchs, il y a une liste à amélie.fr, vous faites tabac amélie.fr, assez rapidement, vous voyez la liste des produits remboursés, parce que c'est compliqué, il y a des produits qui ont l'AMM qui sont pas remboursés. Si vous prenez, par exemple, le spray de la marque principale, il n'est pas remboursé, le spray du générique, il est remboursé. Donc, autant prescrire des médicaments remboursés aux patients. On a la chance en France d'avoir les substituts nicotiniques les moins chers. Une boîte de 21 patchs en France, c'est 28 euros, 27 euros, je sais plus, alors qu'en Allemagne, c'est 100 euros, donc c'est 4 fois plus cher. Donc, on a des formes 24 heures ou 16 heures, c'est un peu la même chose, parce qu'on peut laisser 24 heures les patchs 16 heures ou retirer la nuit les patchs 24 heures, et la dose quand même diminue. Il faut faire attention que la cinétique des patchs est un peu différente d'une marque à l'autre. Et il y a une des marques Nikitin, pour pas la citer, qui a 2 couches, qui a une délivrance très rapide de nicotine au début, qui peut donner des nausées. Et la dose, l'air sous la courbe de ces patchs est beaucoup plus élevée que les patchs nicotinels, Nicopatch par exemple, qui a une air sous la courbe beaucoup plus faible. Et pour moi, c'est un scandale total et absolu. Il y a une mise sur le marché en France avec marqué 21 mg des médicaments qui délivrent une dose ou 50% de dose en plus sur 24 heures. Pour d'autres substances, les gens sont plus alertés. Là, la NSM a fait une petite note comme ça en disant faut faire attention, faut pas changer de marque. Mais quand vous avez un malade qui est bien équilibré avec une marque et qui change de marque, il peut y avoir des catastrophes de surdosage ou de sous-dosage. Dans les deux sens, ça marche. Et donc, un malade qui a des patchs, il n'a plus le droit de changer de marque ou sinon, il faut réadapter la dose. Donc, il faut apporter, je demande aux malades d'apporter le festin de substituts nicotiniques. Moi, je leur dis, ce qui compte, c'est combien de nicotine vous avez par 24 heures. Ça m'est égal que ce soit en patch, en gomme, en n'importe quoi. En substitut, il faut qu'à la fin, vous ayez la dose correcte. Certains préfèrent les formes orales, d'autres n'aiment pas les formes orales. Certains veulent prendre la nicotine avec la cigarette électronique. Avec la cigarette électronique, on peut prendre beaucoup de nicotine. Donc, on laisse chacun faire un petit peu comme il veut. Voilà. Donc, la tolérance cutanée des patchs est souvent bonne. Hein. Les gens parlent d'allergie. En fait, c'est pas des allergies, c'est que la nicotine, c'est un irritant. Quand vous prenez des patchs, ça irrite la peau. Quand vous mettez des gommes dans la gorge, ça irrite la bouche. Quand vous prenez de la nicotine, même la plus propre du monde, en spray, en inhaleur ou en vape, ça irrite les bronches. Hein. La nicotine est un irritant et c'est indiscutable. Voilà. Si pour l'endroit le moins irritant sous la peau, c'est vraiment sous la plante des pieds, au milieu sous la plante des pieds. Là, la peau est habituée à rencontrer des choses pas très sympathiques et il y a beaucoup moins de réactions. Et un certain nombre de patients qui ont du mal à tolérer les patchs sur le bras ou sur les cuisses, les mettent là sans problème. Donc, toutes les formes orales, c'est un peu la même chose. Ce qui compte, c'est la dose par 24 heures. Et si ça fait plaisir, on les utilise. Si ça fait pas plaisir, on les utilise pas. Il y a différentes études qui sont faites comme ça, avec la prise de nicotine. Par exemple, une étude qui montre que la prise de nicotine par la vape, ça marche mieux que les substituts nicotiniques. C'est pas vrai. Ce qui marche, comme c'est la même nicotine, il y a vraiment plus de raison. Ce qui est vrai dans
dans cette étude, qui a été faite et publiée quand même dans le New England Journal of Medicine, c'est des grands journaux, c'est que quand on prend la vape, la nicotine dans la vape, ça plaît, et la moitié des gens continuent à l'utiliser à 3 mois, alors que dans cette étude, la moitié des gens avaient arrêté les substituts nicotiniques à 20 jours parce que ça leur plaisait pas, ils n'aimaient pas les comprimés, personne s'était occupé de savoir le goût qui leur plaît, la forme qui leur plaît, etc. Donc là, je vous ai mis différentes pastilles et ça, faut les voir. Moi, j'ai pas de préférence. Ma préférence, c'est celle que préfère le patient. Donc, le spray buccal est un bon médicament, on en a parlé tout à l'heure, mais il faut vraiment le projeter sous la joue parce que sinon c'est trop fort sur la gorge. Et l'inhaleur, c'est un petit bout de tube en plastique avec une cartouche de nicotine. C'est pas mal pour certains, mais c'est pas remboursé. Donc, la cigarette électronique, il y a 2 liquides qu'on met dedans. Le liquide ordinaire qui a un pH très élevé et qui vraiment fait tousser dès qu'on monte un peu le dosage. Et dès que les gens toussent ou dès qu'il faut mettre plus que 10 mg jusqu'à 20 mg par millilitre, le sel de nicotine est toujours préférable. Donc, il faut conseiller aux patients de prendre du sel de nicotine. Si vous vapotez 2 ml par jour de sel de nicotine, vous prenez à peu près 300 bouffées par jour, le même nombre qu'avec vos cigarettes, et ça vous fait 40 mg de nicotine. 20 mg par millilitre divisé par 2 égale 40 mg, car en effet, la nicotine qui est contenue dans la cigarette électronique est très très bien délivrée dans le poumon, à la limite beaucoup mieux qu'avec la cigarette. Il y a beaucoup moins de nicotine dans l'air expiré, par exemple, qu'avec la cigarette. Beaucoup moins de conséquences d'ailleurs sur le tabagisme passif aussi et le vapotage passif. Bon, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est infiniment moins sérieux que le tabagisme passif. Donc, dès la première semaine, votre consommation est réduite. Après, on va analyser un petit peu les dernières cigarettes, qu'est-ce qui se passe. Ça c'est un peu plus long, conseillé sur le cannabis, si jamais ils veulent pas arrêter le cannabis, pour ceux qui en fument beaucoup. Et là encore, s'il y a trop de cannabis, à demander au tabacologue qui vous aide, on est là pour ça. Accompagner la décroissance après la dernière cigarette. À la dernière cigarette, et une fois qu'on a fini les cigarettes, on va avoir 3 mois de nicotine et on va accompagner la décroissance, mais systématiquement, tous les gens veulent arrêter trop vite la nicotine et quand ils arrêtent trop vite la nicotine, ils augmentent considérablement le risque de rechute. Donc, il faut vraiment diminuer doucement et il y a pratiquement personne qui a besoin de diminuer en moins de 3 mois. Et tous ceux qui veulent faire des efforts et prendre sur eux et prendre de la volonté, ils prennent des kilos, mais pas beaucoup d'efficacité dans l'arrêt. Faut que j'aille vite, je vois que je suis trop bavard. La moitié des fumeurs rechutent dans l'année qui suit. C'est pour ça qu'il est important d'anticiper la rechute et en particulier d'apprendre tous les gens qui ont arrêté de fumer, qu'est-ce qu'ils pourraient faire qui rechutent et s'ils vont dans une soirée où ils vont boire beaucoup d'alcool, y penser avant de rentrer, comme si quand on conduit la voiture, on pense à pas prendre d'alcool en rentrant, et avoir dans la poche de la nicotine d'action rapide avec une vape, des substituts oraux ou autre chose, voire un patch pour les plus sérieux, et de façon à écraser la reprise d'une cigarette. Si elle est le pic de la cigarette, s'il est écrasé dans une petite colline de nicotine, la rechute sera moins certaine. Sinon, c'est le lendemain 3 cigarettes et au bout de 3 jours, la quantité de nicotine qu'il avait avant. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, normalement, mais j'ai très peu de temps, je vous montre quand même en deux mots les arbres de décision. Il y a 2 arbres de décision qui sont sur ceux qui sont sur le site, c'est-à-dire comment se débrouiller en fonction de l'arrêt d'où on est. Donc, c'est écrit tout petit. Alors, si je mets des zooms, le problème, c'est qu'on ne voit plus l'arbre de décision. Je vous montre en gros ce que c'est. Zoom à 30%, il est petit, non? Je mets 80%, voilà. Donc là, je mets à chaque fois qu'est-ce qu'on fait, si on est fumeur, non fumeur, où on va, et sans problème aigu, ne demande rien, fumeur demandant l'arrêt, etc. Vous voyez que les deux se rejoignent, ça change rien. Et en 5 secondes, avec une seule question, ou éventuellement 2 questions, combien, mais fumez-vous tous les jours dans l'heure du lever, c'est bon, et après, vous voyez un petit peu quand c'est. Si c'est non, on est dans la prise en charge psycho-comportementale, et en général, on a du temps, c'est des gens moins malades. Et après, on continue, et on va remplacer la nicotine pour parfaitement combler les récepteurs, etc. Bon, je pense que je vais mieux prendre du temps pour des questions. Le deuxième, c'est sur les constellations de suivi. Sur les
sur les réponses, là, vous avez aussi des suppléments pour savoir où on en est, pour aider à vous guider. Puis sinon, on est toujours là pour répondre comme tabacologue aux cas difficiles. Mais déjà, si tous les cas pratiques étaient bien dosés, donc à retenir, premièrement, fumer dans l'heure du lever, on est victime, dépendant, et il faut traiter et remplacer quelle que soit la motivation, et pas culpabiliser les fumeurs et les accompagner pour prendre la bonne dose. Deuxièmement, le remplacement nicotinique est vraiment infiniment plus sûr. De prendre de la nicotine non fumée, que ce soit avec la vape, les substituts nicotiniques, la patch ou autre chose, c'est rouler sur l'autoroute à 140. Prendre du tabac, c'est rouler sur l'autoroute à 140, mais à contresens. Le niveau de danger est incommensurablement plus grand. Il y a une réduction considérablement du risque de passer de la nicotine fumée à de la pas fumée, et après d'arrêter tout, et toutes les craintes de la dépendance chronique qui survient effectivement, qui persiste, qui n'est pas créé, mais qui persiste effectivement dans 10-15% des cas après l'arrêt du tabac, peut être réglé, mais peut être l'affaire de spécialistes. Tout ça, c'est déjà, il faut mieux rester à prendre de la nicotine pendant 3 ans que de prendre de la cigarette, et si 90% des cas sont réglés, ça sera déjà beaucoup. Et les fumeurs sont très contents et sont pour beaucoup déçus de savoir que quand on est gentil avec eux, c'est plus simple. C'est pour ça que j'avais donc écrit le petit bouquin que je vous ai montré tout à l'heure sur le plaisir d'arrêter de fumer, ou je ne vous ai pas montré d'ailleurs. C'est des bouquins à moins de 3 € qu'on peut acheter dans les bonnes librairies. Et puis, je continue à consulter avec mon grand âge et mon épouse aussi, avec Doctolib en vidéo, et ça marche aussi très bien. Et puis c'est le mois sans tabac, et c'est le mois de s'arrêter de fumer. Et si on est plusieurs à s'arrêter, à s'entraider, à tous mes fumeurs qui s'arrêtent, je leur dis d'aider les autres à s'arrêter, et ils deviennent des ambassadeurs efficaces pour savoir qu'on peut s'arrêter content, parce que tout fumeur qui s'arrête sans prendre de poids et sans effort considérable, et ils sont les meilleurs ambassadeurs pour s'arrêter. Bon, je vais laisser, je crois qu'il y a Christelle qui doit parler de Oui. clinique. J'ai montré un petit peu, mais sur un petit, autant sur un grand écran, c'est facile. Quand on est en ligne, ça, c'est un petit peu plus compliqué d'aller dans le détail. Alors, du coup, merci beaucoup déjà pour la présentation très, très complète et pour vos encouragements aussi pour les gens d'arrêter de fumer. Alors, du coup, pour rappeler juste les deux peut-être types de contenus que vous avez utilisés lors de cette présentation, vous avez commencé par la synthèse clinique, donc vous avez détaillé sur l'arrêt du tabac, et ensuite vous avez déroulé les arbres décisionnels, première consultation et la consultation de suivi. Donc là, je pense qu'on peut donner la main peut-être à Christelle pour un peu parler de la plateforme, parce que, juste pour rappeler en 2 mots, la plateforme Clinical Key Now contient aussi d'autres types de contenus, et elle peut aussi couvrir d'autres sujets. Donc, à toi, Christelle, pour faire le suivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Dotzenberg, pour cette présentation très intéressante de la synthèse clinique et des arbres décisionnels qui sont vraiment très utiles, je pense, pour les professionnels de santé, pour accompagner leurs patients dans le sevrage tabagique. Donc, moi, je suis responsable de formation pour les solutions cliniques et je vais vous montrer rapidement, avant de passer aux questions des participants, donc comment utiliser Clinical Key Now, qui est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique pour les professionnels de santé, accessible dans le cadre d'un abonnement individuel ou d'un abonnement institutionnel, public ou privé, accessible donc sur clinicalkey.com/now/fr. Donc c'est une plateforme francophone avec des ressources variées, donc accessible sur n'importe quel ordinateur d'un établissement abonné, et on peut créer un compte personnel pour pouvoir sauvegarder des contenus, télécharger des fichiers PDF, etc. Donc, sur la page d'accueil, vous pouvez naviguer par type de contenu. Donc là, on peut retrouver les synthèses cliniques qui sont proposées pour les différentes pathologies, donc proposées par des spécialistes francophones dans leur domaine, donc par ordre alphabétique, et qui sont classés par spécialité également. Également, vous retrouvez les arbres décisionnels correspondant souvent aux synthèses cliniques,
ces arbres décisionnels donc, qui présentent les questions que vous pouvez poser aux patients et le cheminement thérapeutique et diagnostique et thérapeutique que vous pouvez avoir sur ces pathologies-là, avec la date de mise à jour de ces contenus. On retrouve également des fiches médicaments francophones de la base de données Thériac, notre partenaire, avec possibilité de rechercher par dénomination commune internationale ou par nom commercial qui apparaît ici. Donc voilà la liste et avec les classés donc par type de médicaments et autres. Également les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, donc qui présente l'état de l'art, l'état des connaissances dans les grandes spécialités médicales et chirurgicales, donc de l'anesthésie à la réanimation à l'urologie en passant par la radiologie et les techniques chirurgicales. Et également, vous pouvez retrouver sur Clinical Key Now les recommandations de bonnes pratiques francophones de la Haute Autorité de Santé, des sociétés savantes françaises et françaises qui vous permettent, donc ici, on peut chercher par un mot-clé du titre de la recommandation et accéder en texte intégral à ces recommandations de bonnes pratiques. Donc là, on peut naviguer par type de contenu, mais l'intérêt aussi de cet outil, c'est le moteur de recherche intelligent qui vous permet de faire des recherches par concept clinique, chercher soit le nom d'une pathologie, d'un médicament ou d'une procédure médicale ou chirurgicale. Donc, dans cette barre de recherche, vous pouvez saisir votre terme de recherche. Donc, si je cherche broncho, on va me proposer des suggestions de recherche. Si je cherche bronchopneumopathie, par exemple, on va avoir affiné les concepts cliniques qui sont proposés, pathie chronique obstructive. Donc on peut faire une recherche par pathologie ou par acronyme. Si je cherche BPCO, le concept clinique m'est proposé et je peux aller voir le BPCO sévère, pronostic, étiologie, etc. Donc, en lançant la recherche, on va vous proposer tous les résultats. En fait, c'est une revue de la littérature médicale francophone qui vous est proposée, qui est classée par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre recherche dans le titre, dans le corps de l'article ou dans les mots-clés. Et avec la possibilité de filtrer ici par type de contenu, il y a 361 articles de l'EMC consacrés au BPCO, des recommandations, des synthèses cliniques et des arbres décisionnels. Donc, vous pouvez affiner en cochant un type de contenu, mais également par spécialité et date de publication pour voir les résultats les plus récents sur les 6-12 derniers mois, par exemple. Donc, vous pouvez aller consulter l'arbre décisionnel, aller consulter l'article de l'EMC BPCO, de l'EMC ACOS, médecine générale ACOS, et vous avez accès en texte intégral à cet article en ligne, avec la table des matières dynamiques pour passer directement à la partie physiopathologie. On peut développer la partie traitement, le diagnostic avec les tests de diagnostic recommandés, mais également les diagnostics différentiels. Quelles sont les pathologies proches du BPCO et que vous pouvez écarter lors de votre diagnostic différentiel. La partie traitement, les médicaments recommandés lors d'un diagnostic avéré de BPCO. Mais également le dépistage et tous les articles présentent les références utilisées par leurs auteurs de façon transparente pour ces synthèses cliniques francophones. Donc, on a ici donc un article de l'EMC. Si je reviens tout en haut de la page et que je suis connecté à mon compte personnel, je peux télécharger le fichier PDF de cet article pour le lire hors connexion, pour l'imprimer, etc. Et je peux le partager pour recommander la lecture de cet article à un confrère ou un étudiant, par exemple. Donc, voilà, pour la recherche la recherche par concept clinique. Donc, je reviens en arrière ou quand je reviens en page, je reviens à la page des résultats. On peut accéder à l'arbre décisionnel. Si je veux voir uniquement les synthèses cliniques associées au BPCO, je peux filtrer et voir ici la synthèse clinique proposée avec la date de mise à jour, état stable ou exacerbation. Donc, il est facile de naviguer sur la plateforme, de faire des recherches et d'accéder au contenu.
donc pour obtenir des informations spécifiques pour la pratique clinique, le diagnostic et le traitement. On peut également chercher dans la barre de recherche principale ou dans l'onglet médicaments un nom de médicament. Donc là, vous avez cité, professeur Dotzenberg, le varenicline. Vous avez la suggestion de recherche qui vous est proposée. Donc, pour voir une revue de la littérature sur ce médicament-là. Donc là, on va avoir des articles de l'EMC, des fiches médicaments, des recommandations de bonne pratique en lien avec ce médicament. Mais également, on peut faire une recherche ciblée et affiner et voir que les résultats uniquement des fiches médicaments. Donc, on peut faire une recherche par dénomination commune internationale, mais si je fais la même recherche avec Champix, je peux accéder à cette même fiche médicament. Qui vous est proposé ici avec des raccourcis pour aller voir les effets secondaires, les contre-indications, etc. Et pour chaque type de contenu sur Clinical Key Now, vous pouvez donc naviguer par type de contenu, avec la table des matières dynamiques et aller voir directement les interactions entre ce médicament et d'autres médicaments, les effets indésirables également, la classification, les modalités d'administration avec la posologie recommandée suivant les cas du patient. Donc voilà, j'ai fait le tour d'une recherche globale sur Clinical Key. Je vous redonne la main pour répondre aux questions des participants. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Christelle. Alors, professeur Dotzenberg, du coup, je vois que vous étiez en train de répondre à certaines questions. Aux gens qui se plaignent qu'il y ait de la pub, je leur dis que dans les médias, il y a de la pub. Et que le système Clinical Key est pas mal quand même, mais il ne faut pas que la pub soit trop longue. Merci. Vous aviez une autre question sur le non, il y a une question. Il y a mon frère qui fume, qui a 36 ans, qui fume et qui réduit. Et dès qu'il réduit, il est catastrophique. Il ne faut pas être méchant avec votre frère. Hein. Je ne sais pas si vous êtes professionnel de santé ou autre chose, mais quand on est professionnel de santé, il n'y a aucune raison de mettre les gens en souffrance. De prendre un fumeur et de lui dire « faut réduire », c'est de la méchanceté. Il ne faut pas être méchant avec les fumeurs parce que c'est des victimes qui ont acquis une maladie dans l'enfance. Donc, il faut être gentil avec eux et il faut jamais leur demander de réduire sans leur donner la même quantité de nicotine qu'ils prenaient avec la cigarette. Hein. C'est comme, voilà, la péridurale, c'est bien pour l'accouchement. Le bon dosage de la nicotine non fumée est parfaitement bien pour l'arrêt du tabac. La grande différence entre la nicotine fumée et pas fumée, elle est moins toxique, ok, on sait, etc. Mais le principal avantage de la nicotine non fumée, c'est qu'elle est donnée de façon plate, il n'y a plus de nicotine, il n'y a plus de stimulation, c'est des caresses de nicotine sur les récepteurs, c'est pas des baffes. Hein. La cigarette, chaque cigarette à la fin, c'est la baffe, et à la fin, c'est la caresse. Quand vous grattez trop, ben, si vous grattez trop, si vous grattez parce que ça vous gratte, ça va pas. Si vous caressez quand ça va vous gratter, ça va diminuer et aller mieux. Donc, il faut vraiment être gentil et donner la bonne dose de nicotine. Et je suis très, très triste que un peu les autorités dans certaines recommandations, beaucoup les pharmaciens qui hurlent quand je mets 2 patchs, 3 patchs, 4 patchs, quand les gens ont besoin de 2 patchs, 3 patchs, 4 patchs, les pharmaciens hurlent et refusent. Je leur dis, j'essaie de téléphoner à un pharmacien quand on peut l'avoir. Sinon, quand on ne l'a pas, ben, je dis de changer de pharmacie. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'insuline, on lui donne beaucoup d'insuline. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'antalgiques, on donne beaucoup d'antalgiques si on en a vraiment besoin. Mais les bénéfices de laisser en sevrage, de laisser en sous-dosage les gens sous nicotine est incompréhensible pour moi. Et les malades spontanément se sous-dosent et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, alors qu'on sait quand même depuis 15-20 ans qu'il faut avoir la bonne dose de nicotine, les gens se sous-dosent, et que ce soit avec les patchs ou avec les pommes orales. Et c'est pour ça que la vape marche si bien, parce qu'avec la vape, les gens acceptent de se doser normalement et on laisse aux patients le fait de gérer ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faut pas. Et malheureusement, certaines recommandations disent qu'il faut pas que le médecin s'occupe de ça, c'est-à-dire qu'il faut pas que le médecin s'occupe du confort du malade lors du sevrage. Et j'en suis d'une grande tristesse, parce que l'association des substituts nicotiniques et de la vape est un moyen tout à fait efficace. Moi, j'avais regardé l'autre fois, parmi les 100 derniers malades que j'avais vus, on avait un qui avait encore du Champix à l'époque, un qui avait aucun médicament,
Et puis sinon, les autres, c'était 98 avec les substituts nicotiniques et avec ou sans, et 54% avec de la vape et des substituts nicotiniques dans leurs recommandations. La vape est une recommandation, des substituts nicotiniques une prescription, mais ça permet de donner beaucoup de bonheur. Et vraiment, le plaisir d'arrêter de fumer doit être en priorité. Si vous expliquez et de souffrir en arrêtant de fumer, c'est méchant, mais en plus, les gens, c'est méchant pour la personne, mais après, il va raconter qu'on souffre en arrêtant de fumer. On voit dans les publicités pour le mois sans tabac d'arrêter de fumer, c'est une épreuve, etc. Ça, c'est une épreuve si on n'a pas quelqu'un qui utilise des méthodes efficaces et qui refuse de bien vous soigner. Voilà, alors avant, il fallait que l'accouchement soit douloureux, qu'il n'y ait pas de péridurale, sinon le bébé sera pas aussi beau, mais on sait très bien maintenant que les bébés sont aussi beaux après la péridurale. Et il n'y a pas plus de rechute du tabac quand on arrêtait dans le bonheur, la souffrance et le calme bien substitué que quand on arrêtait. Donc l'arrêt du tabac, c'est le médecin a la responsabilité de supprimer l'envie de fumer. Et une fois qu'on a plus envie de fumer, on y va. Il y a un lien entre les deux qui est très fort. Vous passez devant une boulangerie où il y a des bons croissants qui sont très bons. Vous avez une stimulation de vos sens. Si vous arrivez devant la boulangerie, le ventre complètement vide, affamé, et dans le cas du tabac, affamé de tabac, ben vous allez rentrer, vous allez acheter 3 croissants et vous allez prendre vos kilos. Si vous passez devant et que vous avez tous les récepteurs saturés, vous avez bien mangé vos aliments ou bien manger votre nicotine, ben vous passez comme ça devant. Donc il y a une interaction entre les deux. Et vouloir interpréter les facteurs psychologiques quand il y a une souffrance, un manque physique important, c'est complètement faux, c'est complètement à côté de la plaque, et c'est intolérable que ça reste, et pourtant c'est la pratique encore de certains nicotines. Et ça diminue, mais il y a encore du progrès à faire. Je pense que vous, du coup, vous avez répondu aussi à une autre question. Est-ce que le sévrage tabagique pourrait être efficace pour un fumeur qui, de lui-même, n'a pas pris conscience de son état de victime? Donc, je pense que vous avez aussi. Non, mais il n'y a aucun problème. S'il veut faire des efforts, tout ça, il fait ce qu'il veut. Mais il faut qu'il fasse des efforts en prenant la bonne dose de nicotine. Et vraiment, l'argument choc pour moi, je dis de plus, c'est si vous voulez prendre du poids et beaucoup de kilos, et parce qu'il y en a qui sont trop maigres, qui disent, oh, ça ne me gêne pas de prendre du poids. Mais si à part les femmes enceintes, moi, là, ils prennent plus de poids, ils prennent pas de poids. Et dès qu'il y a quelqu'un qui prend 1 kilo ou 2 kilos, on discute un peu. Alors, il y en a qui sont partis en vacances, on fait la bamboula, etc. C'est quelque chose de possible. Et les autres, c'est des gens oui, quand même, je fais des petits efforts pour pas fumer, je veux comme ça, je veux en prendre, c'est de ma faute, c'est ma très grande faute. Et donc, il faut que je souffre pour arrêter de fumer. Mais c'est bête, ça marche moins bien. Il faut être gentil avec soi-même. Quand le corps veut sa dose, il faut que la personne elle-même aime son corps et offre à son corps la dose qu'il lui faut, en sachant que la nicotine est un produit dangereux pour les enfants. Si vous prenez un non-fumeur, si vous le collez à un patch à 21 mg, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il vomit, hein, c'est beaucoup trop. Mais le fumeur, il a 10, 100 fois, 1000 fois plus de récepteurs nicotiniques, donc il faut l'apporter une dose 10, 100 ou 1000 fois supérieure pour avoir un surdosage. Et là, vous êtes tranquille chez certains, mais il faut le faire, faut apporter doucement. C'est pour ça que j'apporte une dose toujours trop faible le premier jour. Et je leur dis, sur mon ordonnance, fumez autant que vous voulez, etc. Et fumez autant que vous voulez. Et puis le lendemain, c'est marqué sur l'ordonnance, si vous fumez plus que 5 cigarettes, alors vous mettez un petit bout de patch en plus. Si vous fumez plus que 10 cigarettes, vous mettez 2 patchs directement. Vous prenez en plus des formes orales. Si vous voulez, vous pouvez goûter la vape. Si vous voulez pas, vous la goûtez pas, vous faites comme vous voulez. Et vous allez organiser le festin de vos récepteurs nicotiniques, de cette meute de récepteurs de la tête pour les mettre à la niche, en leur donnant des choses qui leur plaisent. Et plus vous leur donnez des produits qui leur plaisent, plus ils vont bien les prendre, plus ils vont le faire. Il faut bien leur expliquer. Mais qu'à la fin, ce qui vous intéresse, vous, c'est est-ce qu'on a eu la dose quotidienne, le nombre pas de calories, mais le nombre de milligrammes de nicotine qu'il faut à la fin de la journée. D'accord, très clair. Du coup, est-ce que vous voyez autre chose que vous vouliez traiter dans les questions de réponse? Des préventions opératoires, des vieux, des jeunes, des cannabis, des gens qui veulent prendre les deux, tout ce que vous voulez, mais je ne sais pas s'il y a des... Alors, on a dépassé un peu le temps, donc je propose du coup de clôturer la session.
Donc merci à tous de vous être connectés déjà et de rester aussi pour toute la partie questions et réponses. Et donc du coup, vous pouvez suivre toutes nos actualités sur les réseaux sociaux Les Hivers Maçons. Merci encore, professeur Dotzenberg, pour cette présentation très claire et très complète. Et bonne soirée à tous. Et aimez vos patients, vos fumeurs, et ça va bien marcher.